Je m'appelle Thomas. À l'époque des faits, j'avais 24 ans et j'étais étudiant en architecture à Strasbourg. Ma véritable passion, celle qui occupait tous mes week-ends, c'était l'urbex, l'exploration urbaine. J'aimais documenter la décomposition lente des bâtiments oubliés, photographier la façon dont la nature reprenait ses droits sur le béton. J'étais un garçon rationnel, profondément terrax en grave terre. Pour moi, un bâtiment abandonné n'était rien de plus que de la brique, de la poussière et du silence. Je ne croyais pas aux fantômes, ni aux énergies résiduelles. Jusqu'à ce fameux mardi de novembre. Le sanatorium des Hautes-Croix est une immense carcasse de béton nichée au cœur d'une forêt dense, dans une vallée reculée des Vosges. Construit dans les années 20 pour isoler les malades de la tuberculose, il a été transformé en hôpital psychiatrique dans les années 70 avant de fermer brusquement en 1998. Officiellement, pour des raisons de désamiantage. Mais la fermeture s'était faite en une nuit. On disait que des lits étaient encore faits, que des dossiers médicaux jonchaient toujours le sol. C'était le Graal absolu pour un explorateur. Avant de m'y aventurer, je m'étais arrêté au seul café du village en contrebas pour prendre un café chaud. Le vieux patron, en voyant mon imposant appareil photo, avait tout de suite compris mes intentions. Il s'était penché au-dessus du comptoir, le visage soudain grave. Il m'a raconté que les gamins du coin y allaient parfois pour se lancer des défis, mais qu'ils respectaient tous une règle non écrite, un sombre mythe local transmis par les anciennes infirmières de nuit de l'établissement. « Ne descends jamais dans les sous-sols après 15 heures, m'a-t-il dit. Au moment où le soleil passe derrière la crête, les ombres s'allongent. Et si, par malheur, tu entends le roulement métallique d'un chariot, plaque-toi contre le mur, ferme les yeux et ne regarde surtout jamais ce qui le pousse. » J'avais souri poliment, le remerciant pour cette petite touche de folklore local qui ferait une excellente introduction pour mon blog. J'ai repris ma voiture, j'ai roulé sur la piste forestière défoncée, puis j'ai continué à pied sur un bon kilomètre à travers les fougères épaisses. L'hôpital est apparu à travers les arbres comme un cadavre géant. Un monstre en forme de U, ses centaines de fenêtres brisées ressemblant à des yeux creux qui m'observaient en silence. J'ai pénétré dans l'enceinte par une porte de service à l'arrière, au niveau des anciennes cuisines. L'atmosphère m'a immédiatement saisi. Il faisait une dizaine de degrés de moins à l'intérieur. L'air y était lourd, vicié, chargé d'une odeur de vieux plâtre, étrangement, d'une très légère effluve de formol qui piquait le fond de la gorge. J'ai passé les premières heures à explorer les étages supérieurs. La beauté du lieu était macabre mais fascinante. La peinture s'écaillait des murs en longs lambeaux, tombant au sol comme une peau morte. Dans l'ancienne aile pédiatrique, des dessins d'enfants à moitié effacés ornaient encore les murs délavés. Le silence était total, seulement brisé par le lent craquement du verre sous mes semelles et le souffle du vent qui s'engouffrait dans les couloirs béants. Vers 14h30, une étrange sensation a commencé à s'installer en moi. Vous savez, cette impression viscérale et reptilienne d'être observé. Le petit poil qui se dresse sur la nuque. Je prenais une photo d'un fauteuil roulant rouillé au bout d'un long corridor, quand j'ai eu l'impression fugace de voir une ombre bouger dans mon viseur. J'ai baissé l'appareil, le cœur battant. Rien, seulement le silence et la poussière. Mais j'ai remarqué un détail qui m'a glacé le sang, toutes les portes des chambres du couloir, que j'avais trouvées fermées lors de mon premier passage, étaient désormais entrebâillées. Toutes exactement du même angle. Mon cerveau a immédiatement cherché une explication logique. Un courant d'air puissant. La pression atmosphérique changeante. J'ai secoué la tête pour dissiper mon malaise. Mon objectif principal pour cette expédition était la morgue et l'ancienne chaufferie, réputées pour leur architecture industrielle brute et leurs immenses cuves. Elles se trouvaient tout au fond du sous-sol. J'ai trouvé la cage d'escalier centrale. Il n'y avait plus de fenêtre ici, la lumière du jour s'arrêtait au rez-de-chaussée. L'obscurité en bas était totale. J'ai allumé ma lampe torche surpuissante et j'ai commencé la descente. Chaque pas résonnait bruyamment sur le ciment, renvoyant un écho qui semblait se multiplier, encore et encore, dans les profondeurs. Le sous-sol était un véritable labyrinthe de couloirs étroits en béton brut,
sillonné au plafond par de gros tuyaux rouillés. L'air y était glacial et profondément stagnant. L'odeur de rouille et de produits chimiques y était presque insoutenable. J'ai marché pendant une quinzaine de minutes, photographiant les énormes chaudières et les salles de stockage des archives. À travers mon objectif, ces machines d'un autre temps prenaient des allures de monstres endormis. La lumière de mon flash découpait les ombres de manière agressive, figeant la poussière en suspension. L'angoisse lente et insidieuse qui m'avait saisi à l'étage me donnait maintenant la nausée. Chaque recoin sombre semblait abriter une présence silencieuse. J'ai regardé ma montre. 15h12. Dans l'excitation de la découverte, j'avais totalement oublié la règle absurde du vieux barman. Au moment précis où j'ai relevé les yeux de mon cadran, la température a encore chuté brutalement. Mon souffle formait à présent d'épais nuages blancs devant moi, comme si j'étais dehors en plein mois de janvier. Puis, la lampe torche s'est mise à grésiller dans ma main. Le faisceau lumineux a clignoté frénétiquement, affaibli, avant de se stabiliser à peine à la moitié de sa puissance normale. Et c'est là que le silence oppressant a été brisé. Screak, clac, screak, clac. Un grincement métallique aigu, immédiatement suivi d'un claquement lourd. Le bruit si caractéristique des roues grippées d'un chariot d'hôpital roulant sur un carrelage inégal. Mon sang s'est figé dans mes veines. Le son venait de l'extrémité du long couloir incurvé dans lequel je me trouvais. Il n'y avait aucune issue de mon côté, seulement le mur du fond et de lourdes portes métalliques soudées par la rouille. Je devais impérativement retourner vers l'escalier, ce qui signifiait marcher dans la direction exacte du bruit. Screak, clac. Le bruit se rapprochait. Lentement, méthodiquement. J'ai éteint ma lampe torche, subitement terrifié à l'idée d'être vu par ce qui arrivait. Plongé dans les ténèbres absolues de ce sous-sol enfoui sous terre, mes autres sens se sont aiguisés à l'extrême. C'est à ce moment-là que la voix grave du vieux patron a résonné dans mon crâne avec une clarté fulgurante. Plaque-toi contre le mur, ferme les yeux et ne regarde jamais ce qui le pousse. Mon côté rationnel hurlait que c'était ridicule, qu'il s'agissait sans doute d'un autre explorateur ou d'un rôdeur. Mais mon instinct de survie le plus primaire me hurlait d'obéir sans réfléchir. Screak, clac. C'était à moins de 20 mètres. Je pouvais entendre le grincement écœurant de la ferraille se tordre sous un poids énorme. Je me suis plaqué contre le mur de béton rude, le dos raide, les paumes à plat contre la surface glacée. J'ai fermé les yeux de toutes mes forces. Mes paupières tremblaient de façon incontrôlable. Mon cœur cognait si fort dans ma poitrine que j'étais persuadé qu'il allait exploser. Screak, clac. 10 mètres. L'air, déplacé par la chose qui avançait, charriait maintenant une odeur insoutenable. Une pestilence infâme de viande gâtée, de formol rance et de cuivre fortement oxydé. C'était l'odeur âcre du sang séché et de la mort clinique. Screak, clac. 5 mètres. La panique psychologique m'écrasait de tout son poids. J'avais l'impression qu'une masse invisible, lourde et glacée, comprimait mes poumons. Je ne pouvais plus respirer. Je n'entendais aucun bruit de pas. Strictement aucun. Seulement le chariot. Qui ou quoi le poussait? Comment avançait-il dans cette obscurité totale sans que des pieds ne touchent le sol? Screak. Le grincement s'est arrêté. Juste devant moi. J'ai senti un froid absolu, le froid d'un caveau, irradié à quelques centimètres de mon visage. Quelque chose, ou quelqu'un, se tenait là. Une présence d'une densité terrifiante, écrasante, suffocante. Je sentais le lent déplacement de l'air sur la peau de mon cou. Une goutte de liquide, glacée et visqueuse, est tombée de la chose pour atterrir directement sur mon front, glissant lentement vers mon sourcil. Puis, j'ai entendu la respiration. Ce n'était pas humain. C'était un râle profond, humide, caverneux. Le son effroyable de poumons remplis de liquide, essayant vainement de pomper de l'air dans une cage thoracique brisée. Cela venait d'à peine quelques centimètres de mon visage. La chose me dévisageait. Ce râle hideux ne semblait pas passer par mes oreilles. Il résonnait directement à l'intérieur de mon crâne, s'insinuant comme un parasite. L'envie d'ouvrir les yeux, de voir la menace pour la combattre ou la fuir, était presque incontrôlable.
C'était une torture psychologique proprement insoutenable. Mon esprit rationnel se désintégrait seconde après seconde. Je savais, avec une certitude morbide, que si je brisais la règle et que j'ouvrais les yeux, ce que je verrais détruirait le peu de santé mentale qu'il me restait. Je pleurais, des larmes silencieuses coulant sur mes joues chaudes, tandis que mon corps entier était paralysé de froid. Soudain, une voix a chuchoté à mon oreille. Un assemblage ignoble de cordes vocales atrophiées raclant ensemble, porté par un souffle putride. « Regarde-moi !» Mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes à enseigner. J'ai serré les paupières si fort que des points de couleur rouge et blanc explosaient dans mon champ de vision obscur. Je me suis mordu la lèvre inférieure jusqu'au sang pour m'empêcher de crier. J'ai attendu. Je n'ai pas bougé d'un millimètre. Les secondes se sont étirées pour devenir des heures. Le râle s'est prolongé, le souffle humide caressant ma joue, comme si la chose étudiait attentivement mon visage, cherchant la moindre contraction de mes paupières. Puis, très lentement, screak, clac, le chariot s'est remis en mouvement. La masse de froid paralysant s'est éloignée de moi. Le grincement s'est poursuivi dans le couloir, s'atténuant progressivement, mètre après mètre, dans l'écho des profondeurs, jusqu'à disparaître complètement. J'ai gardé les yeux fermés pendant ce qui m'a semblé être une éternité après la disparition totale du son. Quand j'ai enfin osé soulever mes paupières meurtries, je me trouvais toujours dans les ténèbres. J'ai rallumé ma lampe d'une main tremblante. Elle a fonctionné immédiatement à pleine puissance. Le faisceau a balayé le couloir. Il était vide, absolument et totalement vide. Je n'ai pas cherché à comprendre. Je n'ai pas pris de photos. J'ai couru. J'ai couru à l'aveugle dans ce dédale de béton, percutant les murs avec mes épaules, trébuchant sur les gravats, guidé uniquement par mon instinct de fuite. J'ai trouvé l'escalier, j'ai gravi les marches 4 par 4, ignorant la douleur fulgurante dans mes poumons. J'ai traversé le rez-de-chaussée sans m'arrêter, me jetant littéralement par l'ouverture de la porte de service par laquelle j'étais entré. J'ai sprinté à travers les bois, m'écorchant le visage sur les branches basses. J'ai jeté mon appareil photo sur le siège passager, j'ai démarré en trombe et j'ai roulé sur la piste forestière à une vitesse folle. J'étais terrorisé à l'idée de regarder dans mon rétroviseur, craignant d'y apercevoir une silhouette déformée se tenant immobile à la lisière des arbres. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, j'ai totalement abandonné l'urbex. Je travaille dans un bureau d'architecte très classique, au néon très éclairé. Mais parfois, quand je dois descendre seul dans les salles d'archives au sous-sol de l'entreprise, au moment précis où la lourde porte de l'ascenseur se referme, je dois lutter de toutes mes forces pour ne pas plaquer mon dos contre la paroi. Car dans le silence pesant de ces moments-là, il m'arrive encore d'entendre, très loin dans l'écho de mes souvenirs, le grincement rouillé d'un chariot que personne ne pousse. Certaines règles n'ont pas besoin d'être écrites pour vous sauver la vie. Fermer les yeux, retenir son souffle, s'en remettre à l'aveuglement volontaire. C'est terrifiant, n'est-ce pas, devoir ignorer la menace qui se tient à quelques centimètres de vous, en priant pour qu'elle passe son chemin, en acceptant d'être totalement vulnérable. Mais que se passe-t-il lorsque la superstition locale exige l'exact opposé, lorsqu'il ne faut surtout pas détourner le regard, sous peine de libérer ce qui se cache dans l'ombre? Notre deuxième témoignage nous emmène sur les côtes escarpées et fouettées par les vents du Finistère. Clara, repéreuse pour le cinéma, cherchait un décor authentique pour un tournage. Elle a trouvé l'ancienne clinique Sainte-Agnès, et elle y a appris, dans la terreur la plus absolue, que dans certains hôpitaux isolés, tous les patients n'ont pas reçu leur bon de sortie. Je m'appelle Clara. J'ai 32 ans et je suis repéreuse de décors pour l'industrie du cinéma. Mon métier consiste à sillonner la France pour trouver des lieux uniques correspondant aux visions des réalisateurs. Pour un thriller psychologique indépendant, la production cherchait un établissement médical abandonné, idéalement situé près de la mer, avec une architecture des années 50. Après des semaines de recherche, j'ai déniché la perle rare, la clinique Sainte-Agnès, perchée sur une falaise isolée en Bretagne. L'établissement avait fermé ses portes en 2004, suite à de sombres coupes budgétaires et à un isolement géographique qui le rendait peu rentable. La mairie du village voisin en avait récupéré la gestion.
J'avais pris rendez-vous avec le maire, un homme bourru d'une soixantaine d'années prénommé Loïc, pour récupérer les clés et signer une décharge de responsabilité. En me tendant le lourd trousseau rouillé dans son bureau exigu, Loïc m'avait longuement jaugé du regard. « Vous allez y aller seul ?» m'avait-il demandé, l'air sincèrement préoccupé. J'avais acquiescé, lui expliquant que j'avais l'habitude de travailler ainsi pour m'imprégner de l'atmosphère des lieux sans être dérangé. Il avait soupiré, frottant nerveusement sa barbe, poivre et sel, avant de baisser la voix, comme si quelqu'un risquait de nous entendre. « Écoutez, madame, le bâtiment est sain, les planchers tiendront. Mais les anciens du village racontent des choses sur l'aile psychiatrique au 2e étage. Une superstition de l'époque où la clinique fonctionnait encore. Je ne suis pas un homme qui croit aux fantômes, mais on m'a toujours dit de respecter une règle précise là-haut. » Il s'était penché vers moi, son regard se durcissant. « Dans le grand couloir ouest, il y a la chambre 214. Le système électrique est mort depuis 20 ans. Mais si jamais, par je ne sais quel miracle ou malédiction, vous voyez la petite veilleuse rouge d'appel s'allumer au-dessus de cette porte, reculez. Reculez vers l'escalier sans jamais la quitter des yeux. Ne clignez pas, ne regardez pas vos pieds. Si cette lumière s'éteint pendant que vous regardez ailleurs, ça veut dire que ce qui a appuyé sur le bouton n'est plus dans la chambre. Ça veut dire qu'il est sorti dans le couloir. Avec vous. » J'avais hoché la tête, affichant un sourire poli pour ne pas le vexer. Dans mon métier, j'entendais ce genre d'histoire à chaque fois que je visitais un manoir en ruine ou une usine désaffectée. C'était le folklore habituel, la manière dont les locaux s'appropriaient leurs ruines. Je suis arrivé à la clinique vers 16 heures. Le ciel breton était lourd, chargé de gros nuages gris qui menaçaient de crever d'une minute à l'autre. Le vent soufflait violemment, s'engouffrant dans les brèches de la toiture en produisant un sifflement lugubre. L'imposante bâtisse de briques et de ciment faisait face à l'océan, comme un gardien silencieux rongé par le sel et les embruns. J'ai déverrouillé la porte principale, qui a cédé dans un grincement plaintif, et j'ai pénétré dans le grand hall d'accueil. L'odeur m'a immédiatement frappé. Un mélange âcre d'humidité marine, de plâtre moisi et de vieux papier. Le sol en lino à damier était gondolé, recouvert de feuilles mortes et de débris de verre. L'atmosphère était saisissante, d'une beauté mélancolique parfaite pour le film. J'ai sorti mon appareil photo et j'ai commencé mon travail. Pendant 1 heure, j'ai arpenté le rez-de-chaussée et le 1er étage. Je cadrais, je prenais des notes. Le silence n'existe pas vraiment dans un grand bâtiment abandonné. Il y a toujours des bruits. Le vent qui fait battre une porte au loin, l'eau qui goutte d'une canalisation percée, les charpentes qui craquent sous la pression des rafales. Mon cerveau rationalisait chaque son. Vers 17h30, la lumière du jour a commencé à décliner fortement à cause des nuages d'orage. J'ai allumé la lampe torche accrochée à mon gilet et j'ai gravi les marches menant au 2e étage, l'ancienne aile psychiatrique. Contrairement aux étages inférieurs qui bénéficiaient de grandes baies vitrées, ce couloir était étroit, encadré de fenêtres minuscules, barricadées par des barreaux rouillés. La pénombre y était écrasante. Les portes des chambres, autrefois blanches, étaient couvertes de moisissures noires qui dessinaient des motifs abstraits et malsains. L'air y était différent, plus lourd, plus dense. Chaque inspiration me demandait un effort conscient. J'ai commencé à avancer dans le couloir ouest, photographiant les chaises médicales renversées et les dossiers éparpillés. Et puis, j'ai remarqué le numéro sur la porte à environ 30 mètres devant moi. Un 214 dont le 4 pendait tristement par une seule vis. J'ai esquissé un petit sourire nerveux en repensant à l'avertissement de Loïc. La porte était fermée, la petite ampoule ronde encastrée dans le mur au-dessus d'elle était grise et recouverte de toiles d'araignée. J'ai levé mon appareil photo pour capturer cette perspective angoissante. J'ai appuyé sur le déclencheur. Le flash a illuminé le couloir pendant une fraction de seconde, figeant les ombres. Et au moment précis où le flash s'est éteint, un bruit net a résonné dans le silence. Clic! Le son mécanique d'un interrupteur que l'on presse. J'ai baissé mon appareil. Mon cœur a raté un battement. Au-dessus de la porte de la chambre 214, la petite veilleuse ronde brillait d'un rouge écarlate. Une lueur vive, pulsante,
qui découpait un halo sanglant sur le plafond écaillé. C'était impossible. Le bâtiment était coupé du réseau électrique depuis 2 décennies. Les câbles avaient même été volés pour le cuivre. Il n'y avait aucune source d'énergie. Aucune. Le sang a afflué dans mes oreilles, créant un bourdonnement sourd. La terreur s'est infiltrée dans mes os comme de l'eau glacée. Le rouge de cette petite ampoule semblait me narguer dans l'obscurité grandissante. Les paroles du maire me sont revenues avec une violence inouïe. Ne la quittez jamais des yeux. Si elle s'éteint, ce qui a appuyé est sorti. Je n'y croyais pas. Je refusais d'y croire. C'était un court-circuit, un résidu de batterie de secours impossible, n'importe quoi de rationnel. Mais mon corps, lui, savait. L'instinct animal de survie hurle toujours plus fort que la raison. La lourdeur de l'air s'est transformée en une pression physique palpable, comme si une présence immense et hostile venait de s'éveiller de l'autre côté de cette porte. J'ai fait un premier pas en arrière. Lentement, mes yeux écarquillés fixaient l'ampoule rouge avec l'intensité du désespoir. Mes muscles étaient tendus à se rompre. Un deuxième pas. Le silence était devenu absolu. Le vent lui-même semblait s'être tu à l'extérieur. Il n'y avait plus que cette lumière rouge sang, brillant de manière surnaturelle dans la pénombre, et le son de ma propre respiration haletante. Astérisque claque astérisque. J'ai tressailli. La porte de la chambre 214 venait de s'entr'ouvrir de quelques centimètres, poussée de l'intérieur. La lumière rouge continuait de brûler, imperturbable. Je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait derrière l'entrebâillement à cause de l'obscurité, mais une odeur pestilentielle s'en est échappée. Une odeur de vieux médicaments, d'urine séchée et d'ozone. Je transpirais à grosses gouttes. J'ai continué à reculer, pas après pas, le faisceau de ma propre lampe torche pointé sur cette porte, mes yeux rivés sur le point rouge de l'ampoule. 20 mètres, 15 mètres, plus que quelques pas avant d'atteindre l'embrasure de la cage d'escalier située derrière moi. Je touchais presque au but. La tension psychologique était si forte que j'avais envie de vomir. Je luttais contre le réflexe naturel de regarder derrière moi pour voir où je marchais. Et puis, l'erreur fatale. Mon talon a heurté violemment quelque chose de dur au sol. Un vieux seau en métal oublié par des squatteurs. J'ai perdu l'équilibre. Dans un réflexe purement humain pour ne pas chuter en arrière et me briser la nuque sur le béton, j'ai baissé les yeux vers le sol pendant peut-être une demi-seconde, agitant les bras pour me rattraper. Je ne suis pas tombé. Je me suis stabilisé instantanément. Mon regard a immédiatement regagné le haut de la porte 214. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. L'ampoule rouge était éteinte. La petite sphère de verre était redevenue grise, inerte. J'ai percuté la porte d'entrée avec mon épaule, l'ouvrant à la volée, et je me suis effondré à l'extérieur, sur le gravier détrempé par la pluie qui commençait à tomber. Je me suis relevé en titubant, et je n'ai pas cessé de courir jusqu'à ma voiture garée à 100 mètres de là. J'ai verrouillé les portières en sanglotant, tournant la clé de contact avec des mains qui tremblaient si violemment que j'ai dû m'y reprendre à 4 fois. Avant de démarrer, j'ai osé jeter un regard vers la façade de la clinique. Au 2e étage, à travers la petite fenêtre grillagée du couloir, une faible lueur rouge palpitait à nouveau dans l'obscurité. J'ai démissionné de la production le lendemain. Je n'ai pas ramené les clés au maire, je les ai envoyées par la poste sans aucun mot d'explication. Aujourd'hui, je ne peux plus dormir dans une pièce où se trouve le moindre voyant rouge en veille. Celui d'une télévision, d'un détecteur de fumée ou d'une multiprise. Car je sais désormais, au plus profond de ma chair, qu'une lumière rouge dans le noir n'est jamais là pour vous rassurer. Elle est là pour vous prévenir que quelque chose vous regarde. Il est terrifiant de réaliser à quel point notre esprit peut devenir notre pire ennemi dans ces moments-là. L'obscurité joue avec nos nerfs, chaque ombre se transforme en menace, chaque bruit sourd devient un pas qui se rapproche. Mais parfois, le danger n'est pas le fruit de notre imagination. Parfois, la chose tapie dans l'ombre réclame simplement notre attention. Et refuser de la lui accorder est la pire erreur que l'on puisse commettre. Notre dernière histoire nous emmène dans les montagnes enneigées de Savoie. Marc, un ingénieur en structure,
était chargé d'évaluer la solidité d'un ancien sanatorium avant sa démolition. Ce qu'il a appris ce jour-là, c'est que les murs d'un hôpital retiennent bien plus que l'amiante et le salpêtre. Ils retiennent l'agonie. Je m'appelle Marc. J'ai 45 ans et je suis ingénieur en génie civil. Mon travail consiste principalement à expertiser de vieilles structures pour déterminer si elles peuvent être réhabilitées ou si elles doivent être rasées. C'est un métier extrêmement pragmatique. Je travaille avec du béton, de l'acier, des calculs de charge et des relevés topographiques. Mon esprit est formaté pour trouver des explications logiques et mathématiques à tout. En février de l'année dernière, mon cabinet m'a envoyé en Savoie, à près de 1500 mètres d'altitude. Mon objectif, le sanatorium Saint-Éloi. Construit dans les années 30 pour soigner les malades de la tuberculose, il avait ensuite servi de centre de convalescence pour des maladies infectieuses graves jusqu'à sa fermeture définitive au début des années 90. Le bâtiment allait être dynamité au printemps pour laisser place à un complexe hôtelier de luxe. Je devais m'assurer de la stabilité des fondations avant l'arrivée des équipes de désamiantage. Je devais récupérer le trousseau de clés auprès de M. Morel, un homme octogénaire qui habitait le chalet le plus haut du village situé dans la vallée en contrebas. Il avait été le gardien des lieux pendant près de 30 ans. Quand je me suis présenté chez lui, il m'a offert un café fort et m'a tendu un lourd trousseau métallique avec une hésitation palpable. Ses mains tremblaient légèrement. « Vous allez inspecter l'aile » m'a-t-il demandé d'une voix rendue rocailleuse par le tabac. « Je dois inspecter l'intégralité du bâtiment, Monsieur Morel, du sous-sol au comble. » Il a lentement hoché la tête, le regard perdu dans le vide de sa tasse de café. L'aile, c'était le pavillon des maladies hautement contagieuses. Des chambres d'isolement total. Les patients y étaient enfermés derrière de lourdes portes vitrées. Ils n'avaient aucun contact physique avec nous, seulement des regards à travers le verre. Beaucoup y sont morts dans une solitude absolue. Il s'est raclé la gorge, soudain très sérieux, me fixant avec une intensité dérangeante. « Écoutez-moi bien, jeune homme. C'est une vieille consigne que les infirmières se transmettaient et que j'ai moi-même respectée pendant toutes mes rondes de nuit. Si vous marchez dans ce couloir et que vous entendez un petit tapotement sur une vitre venant de l'intérieur d'une chambre, ne l'ignorez jamais. Retournez-vous, regardez la vitre et tapez 2 fois avec votre phalange en retour. C'est leur façon de dire qu'ils sont là, qu'ils existent encore. Si vous leur répondez, ils vous laisseront tranquille. Mais si vous les ignorez, si vous faites comme s'ils n'étaient rien, ils vous suivront. Ils vous suivront jusqu'à ce que vous soyez obligés de les regarder. » J'ai poliment remercié le vieil homme, attribuant ces paroles à la solitude et à l'attachement morbide qu'il portait à son ancien lieu de travail. J'ai pris mon 4x4 et j'ai entamé la lente ascension sur la route forestière enneigée. Le sanatorium Saint-Éloi était un immense bloc de béton gris et de pierre de taille, encastré dans le flanc de la montagne. Le silence qui l'entourait était lourd, étouffé par l'épais manteau de neige qui recouvrait le paysage. Le thermomètre de mon véhicule affichait -4 degrés. Le ciel commençait déjà à se voiler, annonçant une tempête imminente. J'ai pénétré dans le hall principal. Le froid y était plus mordant qu'à l'extérieur. Le bâtiment semblait avoir été figé dans le temps. Des fauteuils roulants rouillés encombraient les angles, de la mousse poussait à travers les fissures du carrelage, et les murs étaient recouverts de moisissures noires aux motifs étranges. Mon inspection s'est déroulée normalement pendant les 3 premières heures. J'ai sondé les murs porteurs, noté les affaissements du plancher au premier étage et pris des dizaines de photos pour mon rapport. Vers 16 heures, la luminosité a drastiquement chuté. J'ai allumé la lampe frontale accrochée à mon casque de chantier. J'entrais enfin dans l'aile, le fameux pavillon d'isolement. L'architecture y était effectivement oppressante. Il s'agissait d'un long et large couloir au carrelage d'un blanc cassé, lugubre. De chaque côté, il n'y avait pas de porte classique, mais de lourdes baies vitrées renforcées de grillages, scellées dans d'épaisses armatures d'acier. Derrière ces vitres opaques de crasse, on devinait les lits médicalisés rongés par la rouille et les anciens équipements de réanimation. Les parois devaient donner à ce lieu l'apparence d'un sinistre vivarium. J'avançais lentement,
concentré sur mon inclinomètre pour mesurer le dévers du mur porteur gauche. L'atmosphère était chargée d'une odeur de poussière froide et de cuivre. Je n'entendais que le crissement de mes bottes sur les débris de verre et le mugissement lugubre du vent de montagne s'engouffrant dans la toiture endommagée. Puis, je l'ai entendu. Asterisk toc. Toc. Asterisk. Le son était faible mais distinct. 2 petits coups secs donnés contre du verre. J'ai sursauté et j'ai braqué ma lampe vers la gauche. La chambre numéro 12. La vitre était recouverte d'une épaisse pellicule de crasse et de givre intérieur, rendant l'intérieur totalement obscur. Mon esprit rationnel s'est immédiatement mis en marche. C'était la dilatation thermique du bâtiment. Le froid intense faisait travailler les armatures métalliques autour des vitres, produisant des claquements secs. Rien de surnaturel. Les paroles du gardien me sont brièvement traversées l'esprit, mais j'ai secoué la tête avec un sourire moqueur. Je n'allais pas commencer à taper contre des vitres comme un imbécile. J'ai reporté mon attention sur mon carnet de notes et j'ai continué à avancer dans le couloir. J'ai fait 5 pas. Toc, 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 toc. Plus fort cette fois, et plus rapide. Cela ne venait pas de la chambre 12, mais de la chambre 13, juste à ma droite. Je me suis arrêté, l'inclinomètre suspendu dans ma main. J'ai fixé la vitre de la chambre 13. Elle était aussi opaque et sale que les autres. J'ai écouté attentivement. Seulement le vent. C'est le bâtiment qui travaille. Marc, me suis-je murmuré à haute voix pour me rassurer. La résonance de ma propre voix dans ce long couloir mortuaire ne m'a pas du tout tranquillisé. J'ai ignoré le bruit. J'ai pivoté et j'ai accéléré le pas, déterminé à terminer l'inspection de cette section au plus vite. L'angoisse commençait à nouer mon estomac. Je voulais sortir d'ici. Alors que j'arrivais à la moitié du couloir, un véritable fracas m'a fait bondir. Asterisk toc, 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 asterisk. Des coups violents, portés de l'intérieur de la chambre 15, juste devant moi à gauche. La force des impacts a fait vibrer la lourde vitre dans son armature d'acier, libérant un petit nuage de poussière. Ce n'était pas la dilatation thermique. C'était le bruit de jointure dur frappant brutalement contre la paroi. J'ai reculé d'un pas, mon souffle se bloquant dans ma gorge. La panique s'insinuait dans mes veines. L'avertissement de Morel résonnait maintenant comme une alarme hurlante dans mon cerveau. Si vous les ignorez, ils vous suivront. Mes mains tremblaient violemment. J'ai lentement approché ma main droite de la vitre crasseuse de la chambre 15. Mon gant de chantier effleurait presque la surface glacée. J'allais taper 2 fois. J'allais respecter cette fichue règle. J'ai levé mon poing, mon index plié prêt à frapper le verre. Au moment exact où ma phalange allait toucher la vitre, une main s'est écrasée de l'autre côté avec une violence inouïe. BLAM. J'ai hurlé et je suis tombé en arrière, heurtant durement le sol glacé. Le faisceau de ma lampe frontale illuminait frénétiquement la vitre de la chambre 15. De l'intérieur, quelque chose pressait sa paume contre le verre sale, effaçant le givre. C'était une main, mais les proportions étaient effroyables. Les doigts étaient maigres, décharnés et anormalement longs, ressemblant aux pattes d'une immense araignée blafarde. La peau semblait grise et nécrosée, collée aux os. Puis, lentement, au-dessus de cette main cauchemardesque, le givre a commencé à s'estomper sous l'effet d'une respiration de l'intérieur. Un cercle d'humidité s'est formé sur la vitre. À travers ce petit hublot nettoyé par l'haleine putride de la chose, j'ai aperçu un œil. Un globe oculaire énorme, laiteux, dépourvu de pupilles, encastré dans une orbite noire et creusée. Il me fixait directement. Et soudain, le silence de l'aile a été détruit par une cacophonie terrifiante. Toc, 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 toc. Toutes les vitres du couloir. Absolument toutes. Des dizaines de chambres s'étaient mises à trembler violemment. Les coups provenaient de partout à la fois, une pluie d'impacts frénétiques résonnant dans la réverbération de ce tombeau de ciment. Ils réclamaient tous mon attention. Ils voulaient tous que je les regarde. Je me suis relevé en hurlant, abandonnant mon matériel sur le sol. J'ai couru comme un dément à travers le couloir de l'aile, les bras croisés devant mon visage. À chaque vitre que je dépassais,
J'entendais le fracas des coups qui semblaient vouloir faire exploser le verre. L'œil laiteux de la chambre 15 est resté gravé dans ma rétine à chaque clignement de paupières. J'ai traversé le hall d'entrée sans me retourner, j'ai pulvérisé la porte principale à coups d'épaule et je me suis jeté dans la neige jusqu'aux genoux. Je n'ai pas repris mon souffle avant de m'enfermer dans l'habitacle de mon 4x4. J'ai démarré en trombe, manquant plusieurs fois de déraper dans le ravin de la route forestière. Je n'ai pas ralenti avant d'avoir atteint la route nationale éclairée, 30 km plus bas. Le sanatorium Saint-Éloi a été détruit au printemps suivant. Les explosions ont pulvérisé ces murs maudits pour toujours. Je n'ai pas assisté à la démolition. J'ai même quitté mon poste pour devenir enseignant, loin des chantiers isolés. Mais l'horreur de cette journée ne m'a jamais totalement quitté. Monsieur Morel m'avait prévenu. Si on les ignore, ils nous suivent jusqu'à ce qu'on soit obligé de les regarder. Le bâtiment n'existe plus. Pourtant, il y a des nuits froides où je me réveille en sursaut dans mon lit, le corps couvert de sueur froide. Car dans le silence absolu de ma chambre à coucher, à quelques centimètres de mon visage, j'entends le son net et indiscutable de 2 coups secs frappés de l'intérieur de ma propre fenêtre. Asterisk toc, toc, asterisk. Et dans ces moments-là, je me cache sous les draps, priant de toutes mes forces pour que le verre ne se brise jamais. Asterisk, asterisk, asterisk. Des bruits dans le noir. Des lumières rouges qui ne devraient pas s'allumer. Des ombres qui se déplacent quand personne n'est là. Ce que l'on qualifie souvent de superstition ou de mythe local est peut-être, au fond, un manuel de survie rudimentaire. Une façon pour les anciens de nous avertir, de nous protéger contre des forces qui nous dépassent et qui refusent de quitter notre monde. Si vous décidez de vous aventurer un jour dans ces colosses de béton oubliés, rappelez-vous d'une chose. L'abandon est une illusion. Un lieu vidé de ses occupants humains n'est jamais vraiment vide. Quelque chose prend toujours la place. Merci d'avoir partagé ces ténèbres avec moi ce soir. N'hésitez pas à partager vos propres expériences troublantes dans les commentaires. Abonnez-vous, vérifiez que votre porte est bien verrouillée et surtout, si vous entendez un bruit étrange derrière la vitre ce soir, réfléchissez bien avant de taper en retour. Bonne nuit.